أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. Dans cette séance, nous allons faire un cours sur les mémoires. Commençons par une petite définition d'une mémoire. Donc la mémoire est le lieu de stockage de l'information. C'est un dispositif composé d'un ensemble de cellules. Chaque cellule peut enregistrer ou bien stocker un seul bit. Donc c'est un dispositif qui est capable de conserver et récupérer une information. Donc conserver une information d'une manière durable ou bien temporaire. Utilisation des mémoires, donc dans une machine ou bien dans un ordinateur, il y a plusieurs modes d'utilisation des mémoires. Donc il y a plusieurs types de mémoire. Lors de démarrage d'un ordinateur, un programme qui contient des instructions de démarrage préliminaire s'exécute. Ce programme est enregistré dans une mémoire appelée ROM, Read Only Memory, ou bien une mémoire morte. Un deuxième type d'utilisation, donc toutes les informations, y compris les données, les programmes, sont enregistrés d'une manière permanente dans des mémoires appelées mémoires de masse ou bien mémoires auxiliaires comme les disques durs, les flash disques, les CD, etc. Troisième type d'utilisation. Pour être exécutés, les programmes et les données sont chargés dans une mémoire appelée RAM, chargée d'une manière temporelle. Donc pour exécuter un programme qui est stocké d'une manière durable, dans une mémoire de masse. Mais pour être exécuté, donc il faut le charger dans une mémoire de travail, comme la RAM, Read Only Memory. Un autre type d'utilisation d'une mémoire, lors de l'exécution d'une instruction, le microprocesseur peut utiliser des registres pour un stockage temporel. Donc dans un microprocesseur, on trouve des registres de travail, des registres d'index, des registres de base. Donc ces registres peuvent être utilisés pour exécuter une instruction. Un autre mode d'utilisation, pour diminuer le temps d'accès à la RAM. L'ordinateur utilise une mémoire plus rapide et plus proche du processeur. Cette mémoire contient des copies des données enregistrées dans la RAM, les plus fréquemment utilisées. Elle est appelée mémoire cache. Donc, lorsque le microprocesseur fait des accès à la RAM pour charger des données de la RAM, donc il fait automatiquement une copie de la donnée lue dans une mémoire appelée mémoire cache. Donc, il fait l'enregistrement de la donnée avec son adresse. Très bien. Donc, pourquoi faire ce stockage supplémentaire dans une RAM appelée mémoire cache? Donc, lorsque le microprocesseur besoin ou bien veut utiliser une deuxième fois cette information, donc il évite l'accès à la RAM et charge l'information directement à partir du mémoire cache. Donc lorsque le microprocesseur demande une information par l'adresse, bien sûr, donc il cherche il fait une recherche dans la mémoire cache. Si le mode est déjà lu, est-ce qu'il est enregistré dans la mémoire cache? Si oui, donc il fait une lecture à partir de la mémoire cache qui est proche du microprocesseur et qui est plus rapide. Sinon, il fait un accès normal vers la mémoire centrale. Un dernier type d'utilisation des mémoires. Donc, pour diminuer le temps d'accès aux mémoires de masse, le processeur utilise une mémoire d'appui. Donc, cette mémoire d'appui est équivalente à la mémoire cache. Donc, lorsqu'il fait un accès vers les mémoires auxiliaires, par exemple un accès vers le disque dur, donc il fait une copie d'une manière temporelle dans une mémoire d'appui. Pourquoi? Pour une éventuelle
réutilisation. Donc, c'est pas la peine d'aller au disque dur qui est plus long que la mémoire d'appui. Donc, il fait directement un accès avec l'adresse parce qu'on a dit que dans les mémoires cache et les mémoires d'appui, le microprocesseur enregistre l'information avec son adresse. Donc, il fait une petite recherche dans cette mémoire d'appui. Si l'adresse demandée existe dans cette mémoire, alors il fait une lecture directement. Sinon, il fait un accès normal vers le disque dur. Caractéristiques des mémoires. Donc, une mémoire est caractérisée par plusieurs facteurs, plusieurs caractéristiques. Commençons par la capacité de la mémoire. Donc, elle représente la quantité d'informations stockables. Elle est exprimée en bits, ou bien en 8 bits, le octet, ou bien le 1024 octets, c'est le kilo, etc. Le mégaoctet, le gigaoctet, etc. Voilà quelques unités qui expriment la capacité de stockage. Donc, le octet qui contient 8 bits, le kilo-octet qui contient 1024 octets de puissance 10, ou bien en utilisant 10 puissance 10, donc elle peut égaler 10 puissance 3 octets. Le mégaoctet qui est 1024 kg, le gigaoctet qui est 1024 mégaoctets, le téraoctet qui est 1024 gigaoctets, le pétaoctet qui est 1024 téraoctets, le hexaoctet qui est 1024 pétaoctets, le zétaoctet qui est 1024 hexaoctets, une autre unité, le yotaoctet qui est 1024 zétaoctets. Autre caractéristique, le temps d'accès à la mémoire. Donc, c'est le temps nécessaire à une opération de lecture ou bien écriture. Voilà, on remarque, les registres sont les mémoires les plus rapides en termes de temps d'accès. En termes de capacité de stockage, on remarque les mémoires de masse sont les plus puissants en termes de capacité de stockage. Le débit, c'est la quantité d'informations lues ou écrites par unité de temps. Par exemple, on peut mesurer le débit par mégaoctet par seconde. Autre caractéristique, durée de mémorisation. Donc, c'est la durée pendant laquelle une information est conservée en mémoire. Elle peut être quasi permanente, c'est-à-dire totalement permanente. Elle ne change jamais, comme les informations stockées dans une ROM, mémoire morte, ou bien dans un disque dur. Donc, c'est un stockage permanent. Un stockage temporaire, comme les dynamic RAM, c'est-à-dire parce que les dynamic RAM utilisent des condensateurs. Et ces condensateurs, avec le temps, se déchargent. Donc, il y a une dégradation de la charge. Donc, le stockage dans cette mémoire est temporaire. La durée de mémorisation peut être volatile, c'est-à-dire en fonction de la présence du courant, comme les RAM, les static RAM par exemple. Donc, l'information est conservée tant que le courant circule. Et une coupure de courant peut provoquer le perte d'information. Elle conserve l'information en présence du courant. Donc, c'est une mémoire volatile. Localisation, l'endroit où la mémoire est placée, surtout par rapport au microprocesseur. Donc, on a une carte mère, un processeur. Dans le microprocesseur, on peut trouver les registres, les mémoires caches. Donc, j'ai placé la mémoire cache dans les frontières du microprocesseur. Donc, on peut trouver des mémoires caches qui sont intégrées totalement dans un microprocesseur et des mémoires caches qui sont externes au processeur. La mémoire centrale. Et à l'extérieur, on trouve les mémoires auxiliaires ou bien les mémoires de masse. Mode d'accès. Comment accéder à une mémoire? Donc, on peut distinguer 4 modes d'accès différents. Accès séquentiel
pour accéder à une information, il faut parcourir toutes les informations qui la précèdent. Exemple, bande magnétique. Donc la bande magnétique, c'est un support qui ressemble à une cassette vidéo. Deuxième mode d'accès, accès direct. Chaque information possède une adresse propre à laquelle on peut accéder directement. Exemple, mémoire centrale. Donc la mémoire centrale possède un décodeur dont l'entrée est l'adresse du mot mémoire. Donc pour accéder à un mot mémoire, il suffit d'introduire l'adresse au décodeur et une sortie de ce décodeur sélectionne le mot concerné directement. Accès semi-séquentiel. Donc c'est un accès hybride, c'est un accès direct et séquentiel. Donc c'est un accès intermédiaire entre le séquentiel et le direct. Exemple, disque dur. Donc un accès direct à la piste, un déplacement horizontal de la tête, et un accès séquentiel au secteur. Donc le disque fait une rotation jusqu'à arriver au bon secteur. Le dernier accès associatif. Donc c'est un accès utilisé généralement dans les mémoires cache. Donc une information dans la mémoire cache est identifiée par sa clé. Type de mémoire. Donc il existe plusieurs types. On a dit qu'il existe plusieurs modes d'utilisation des mémoires. Donc il existe plusieurs types de mémoire. Commençons par la mémoire la plus utilisée qui est la RAM, Random Access Memory. Définition, c'est une mémoire volatile. On a vu ce terme, donc volatile, c'est-à-dire elle conserve les données dans la présence du courant électrique. Donc dès qu'il y aura par exemple une coupure de courant, donc la mémoire s'initialise, donc elle sera vidée complètement. Donc c'est une mémoire rapide, c'est une mémoire à accès direct, donc elle utilise un décodeur. Donc l'adresse est connectée avec l'entrée du décodeur et la valeur de cette adresse permet de sélectionner un mot dans la mémoire. Donc elle est organisée sous forme matricielle, c'est-à-dire en ligne et en colonne. Elle est accessible en lecture et écriture, c'est-à-dire on peut lire dans une mémoire et on peut écrire. Elle sert à stocker les programmes exécutés par le processeur. Donc on a dit que les programmes sont enregistrés d'une manière durable dans les mémoires auxiliaires, dans les disques durs, dans les flash disks, les CD-ROM, etc. Donc pour exécuter ces programmes, il faut les charger avec leurs données dans la RAM. Elle est dotée de une commande RW bar. Donc c'est une commande appelée rr/w bar. Donc R pour read, W pour write. Donc c'est la commande qui détermine la direction de transfert de données, c'est-à-dire lecture ou bien écriture. Donc si rw bar égale 1, c'est-à-dire read, c'est-à-dire lire un mot à partir de la mémoire, et si rw bar égale 0, c'est-à-dire write, donc écrire un mot dans la mémoire. Une commande type select pour sélectionner ou bien activer la mémoire. Donc si type select égale 1, la mémoire est activée. Sinon, la mémoire est désactivée. Donc on ne peut rien faire dans cette mémoire, dans le cas où type select égale 0. Donc ni écrire ni lire, quelle que soit l'adresse, quel que soit RW. Elle possède une ligne d'entrée. Donc ce sont les lignes de données. Donc pour entrer, donc c'est-à-dire pour écrire dans la mémoire, pour envoyer l'information à écrire. Voilà. Elle possède aussi une ligne de sortie, donc les lignes de données utilisées dans la lecture pour recevoir ou bien à lire le mot mémoire. Elle possède aussi K ligne d'adresse pour accéder au mot mémoire. Et ce nombre de lignes, ce K, dépend de quoi?
dépend du nombre du mot mémoire, ou bien le nombre de lignes mémoire. Donc, si le nombre de lignes mémoire, par exemple, égale x, donc ce cas est égal ln logarithme népérien, donc ln x sur ln2. Elle possède aussi un décodeur qui a comme entrée k entrée et le nombre de sorties c'est 2 puissance k. Ce décodeur fait quoi? Fait la sélection des mots. Donc il permet de sélectionner le mot mémoire référencé par l'adresse introduite. Voilà un exemple d'une RAM, un schéma général, un décodeur, k bits d'adresse. On a dit que le nombre de lignes est égal à k en général. Ce k dépend du nombre du mot mémoire. Le nombre de sorties du décodeur, c'est 2 puissance k. Chaque ligne décodeur sélectionne une ligne mémoire. La commande chip select, donc on peut l'utiliser comme une ligne de validation du décodeur. Donc si chip select égale 0, le décodeur est désactivé, donc il ne fait rien, il ne produit aucun signal. Et si chip select égale 1, le décodeur marche en utilisant les k bits d'adresse. Une commande RW pour lire ou bien écrire dans la mémoire. Et un bit de données. Je peux utiliser un bus, un bidirectionnel, c'est-à-dire une ligne. Donc, dans ce sens, ce sont des lignes d'entrée. Et dans le sens, deuxième sens, ce sont des lignes de sortie. Donc, je peux utiliser un bus bidirectionnel. Le nombre de bits, c'est la taille d'une ligne mémoire. N, c'est la taille d'une ligne, c'est le nombre de colonnes. C'est quoi une cellule binaire? Je vais définir c'est quoi un bit dans une RAM. Donc, une cellule binaire, c'est un bit. Donc, possédant 3 entrées et une sortie. Voilà le schéma d'une cellule mémoire qui peut enregistrer un seul bit, un signal S pour sélectionner la cellule. Donc, ce signal S qui permet de sélectionner la cellule, c'est la ligne de sortie décodeur qui permet de sélectionner la cellule. Donc, c'est la ligne provenant du décodeur. Voilà. Un bit d'information d'entrée, in. C'est l'information à écrire, c'est un seul bit. La commande RW, c'est lire ou écrire dans cette cellule. Et un bit de sortie, le out, pour lire l'information. Voilà le schéma général d'une cellule binaire CB. Réalisation d'une cellule binaire à l'aide d'une bascule JICA. Donc, je peux utiliser une bascule pour réaliser cette cellule. Donc, je vais utiliser directement la table d'excitation d'un circuit séquentiel parce que cette cellule est un circuit séquentiel. Remarquez les entrées de la cellule, remarquez S, le signal qui permet de sélectionner la cellule, la commande RW bar qui détermine le type d'opération, est-ce que lecture ou bien écriture, l'information introduite à la cellule, l'information in, et l'état présent de la bascule. Donc, ces 4 colonnes sont remplies par quoi? Par, remarquez, toutes les combinaisons possibles. Remarquez, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, jusqu'à 15. Toutes les combinaisons possibles. Très bien. Comment maintenant remplir le reste? Donc, l'état suivant, la sortie de la cellule et les 2 commandes de la bascule JK. Parce que on a dit qu'on va réaliser cette cellule à l'aide d'une bascule JK. Très bien. Commençons. Donc, pour lire le reste, il faut comprendre l'état qui est composé de 4 informations. Le signal de sélection, la commande RW, la donnée introduite et l'état présent. Remarquez, dans toutes ces lignes, remarquez S à quoi est égal. S égale 0.
on a dit que si S égale 0, la cellule n'est pas sélectionnée, donc est désactivée. C'est-à-dire, quel que soit R, quel que soit in, qu'est-ce qui se va passer? Rien. Donc l'état suivant, c'est quoi? D'abord, Q+, c'est lui-même Q. Aucun changement. Remarquez, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Aucun changement. Pourquoi aucun changement? Parce que la cellule est désactivée totalement. Maintenant, le out, qu'est-ce qu'on aura comme sortie? 0, rien. Le rien, dans la logique binaire, c'est un 0. Très bien. Deuxième partie, remarquez cette partie. S égale 1, c'est-à-dire la cellule est sélectionnée. C'est-à-dire on peut travailler dans cette cellule. On peut lire la suite et on va voir. RW bar, remarquez dans ce bloc, est fixé dans le 0. C'est-à-dire quoi? RW bar égale 0. Est-ce que lire ou bien écrire? C'est écrire. Donc on va écrire dans la bascule, dans la cellule binaire. Très bien. On va écrire quoi? Ce bit, on va écrire ce in. Très bien. Donc, quel que soit l'état présent, donc l'état suivant, c'est quoi? C'est le in. Donc, est égal 0, 0, 1, 1. Voilà. C'est l'état suivant. C'est la valeur du in. Si in égale 0, donc l'état suivant deviendra 0. Si in égale 1, l'état suivant deviendra 1. Quel que soit l'état présent. Le out. Lorsqu'on on fait une écriture dans une cellule, qu'est-ce qu'on peut avoir comme sortie? Rien, parce qu'on est en train d'écrire dans la sortie. Donc le out égale 0. Rien n'est retourné. Donc on a fait une écriture. Le out est considéré dans l'opération de lecture. Remarquez le cas suivant. S égale 1, toujours, donc la cellule est sélectionnée. Remarquez le RW bar est fixé dans le 1. Donc, c'est une opération de lecture. Read, donc on va faire une lecture. Très bien. Donc, est-ce qu'il y aura un changement dans la bascule? Non. Donc, quel que soit in, donc l'état présent, c'est l'état suivant directement. 0 reste comme 0, 1 reste comme 1. Parce qu'on a fait une lecture, aucun changement. Très bien. Le out, donc c'est le bit lu, c'est l'information lue. Donc le out, c'est le Q. Donc 0, 1, 0, 1. Remarque. C'est l'état de la bascule. On a copié l'état de la bascule dans le out pour lire ce qui est écrit dans la bascule. Très bien. Maintenant, je vais remplir les JK de la bascule. Bien sûr, je vais utiliser la table d'excitation de la bascule GK qu'on a déjà vu dans le chapitre circuit séquentiel. Directement, lire l'état présent et l'état suivant et déduire les GK directement. On a vu ça dans le cours circuit séquentiel. Donc, il faut préparer la table d'excitation de la bascule GK et copier chaque cas dans l'état présent et l'état suivant. Voilà. Et déduire les JK équivalents. Très bien. Maintenant, nous allons calculer les équations des fonctions out, J et K. Bien sûr, en fonction des variables S, RW bar, in et Q. Donc, en fonction de ces 4 variables d'entrée. Donc, je vais utiliser la table de Carnot. Remplir cette table de Carnot. Remarquez, out égale 8, 0 directement. Remarquez les 8, 0. 8, 0. 4, 0. Remarquez 4, 0. Et 0, 1, 0, 1. Remarquez 0, 1, 0, 1. Très bien. J'ai 2 1 ici. Un seul groupe composé de 2 cases. Donc, out à quoi est égal? Remarquez S fois RW bar fois Q.
Je vais calculer le J. Remarquez. Toujours la table de Carnot. Remarquez. G égale 0x, 0x. Remarquez 0x, 0x. Deuxième ligne 0x, 0x. Remarquez 0x, 0x. Troisième ligne 0x, 1x. Remarquez 0x, 1x. La dernière ligne 0x, 0x. Remarquez 0x, 0x. J'ai un seul 1, je peux le regrouper avec ce x tout simplement. Voilà, à quoi est égal G? Donc, est égal, remarquez, S, RW bar fois in. Voilà. La dernière fonction, le K, l'entrée K, toujours table de Carnot. Je peux remplir la table, remarquez x0, x0, remarquez x0, x0. Deuxième ligne, x0, x0, remarquez x0, x0. Troisième ligne, x1, x0, remarquez x1, x0. La dernière ligne, x0, 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 x0. On remarque un seul groupe de deux cases. Remarquez, voilà. Donc, K égale S RW bar fois in bar. Voilà. Très bien. Voilà, je peux tracer le logigramme interne de cette cellule binaire. Remarquez le signal S, la commande RW bar, l'entrée in, la bascule JK, bien sûr le signal d'horloge pour synchroniser la bascule, et la sortie out. Je peux réaliser cette cellule à l'aide d'une bascule D. Voilà, remarquez, j'ai utilisé la table d'excitation, les mêmes colonnes, sauf à la place des entrées JK, j'ai utilisé l'entrée D. Donc, comment remplir l'entrée D? Dans une bascule D, D égale Q+. Donc, je vais copier le contenu de Q+, tout simplement. Remarquez, 0, 1, 0, 1, 0, 1, tout simplement. 0, 0, 1, 1, remarquez, et 0, 1, 0. Voilà, je vais calculer le D. Out, c'est la même fonction, est égal S RW bar fois Q. Le D, remarquez, table de Carnot. J'ai un groupe de 4 ici, un autre groupe de 4 ici et un groupe de 2. Voilà. Donc D égale S bar Q plus RW bar Q plus S RW bar in. Et voilà le logigramme. Maintenant, nous allons voir un schéma détaillé d'une RAM statique. Pourquoi statique? Parce qu'elle est composée des bascules. Nous allons voir ce terme dans les diapos suivantes. Donc, une RAM de 4 lignes, 3 colonnes. Remarquez les cellules binaires. Remarquez. 4 lignes. Remarquez. Et 3 colonnes. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Un décodeur. Donc, puisque j'ai 4 lignes, donc combien d'entrées de décodeur? On a dit que le nombre d'entrées du décodeur dépend du nombre de lignes. Donc, on fait ln4 sur ln2. On trouve 2. Donc, ce décodeur possède 2 entrées. Remarque. Voilà. Une ligne de validation. Les 4 sorties du décodeur, donc chaque sortie permet de sélectionner une ligne. Remarquez, c'est le S qu'on a vu dans la cellule binaire. Remarquez. Remarquez. Chaque sortie de décodeur sélectionne une ligne entière. Voilà. Donc, on a dit que la cellule binaire contient quoi? 3 entrées et une sortie. Voilà, une entrée, c'est le S. C'est la sélection de la cellule. C'est
la ligne provenant du décodeur. Très bien. Qu'est-ce qu'on a aussi? La commande RW. Donc, c'est une commande qui détermine le type d'opération, lecture ou bien écriture. Donc, elle est connectée avec toutes les cellules, bien sûr. Voilà. Remarquez. Donc, chaque cellule possède, voilà, la deuxième entrée qui est RW. Très bien. Qu'est-ce qu'il me reste? La commande, l'entrée IN. Voilà. Voilà. Remarquez. Chaque cellule possède, chaque colonne possède la même entrée. Très bien. Une autre entrée pour cette cellule, cette colonne, et une troisième parce qu'on a 3 colonnes. Remarquez. C'est bon, remarquez, chaque cellule possède 3 entrées. Le S, la sélection, le IN, la donnée à écrire, et le RW, la commande qui permet de sélectionner, lire ou écrire. Où chaque cellule possède une sortie, le OUT. Très bien, je vais montrer les OUT, remarquez. Une porte OR et un seul bit. Donc, pour chaque colonne, on doit avoir un seul bit, remarquez. Deuxième bit et le troisième bit. Voilà. Donc, 3 bits d'entrée, 3 bits de sortie. Voilà. C'est un schéma détaillé d'une RAM réalisée à l'aide des bascules. Voilà. Remarquez les cellules binaires. C'est une mémoire statique. Selon la technologie de fabrication, les RAM sont classées en 2 catégories. Voilà. Les RAM statiques, les SRAM et les RAM dynamiques. Donc, c'est quoi une RAM statique? C'est une RAM qui est réalisée avec des bascules. Voilà, nous allons faire une petite comparaison ou bien définition entre les SRAM et les DRAM. Une DRAM, c'est une mémoire dynamique. Voilà, donc un bit est réalisé dans les SRAM par une bascule. Donc, chaque cellule représente une bascule. Dans les mémoires dynamiques, un bit, c'est quoi? C'est un condensateur. Donc, lorsqu'il est chargé, donc c'est un bit de 1. Lorsque le condensateur est déchargé, c'est un bit de 0. La durée de stockage. Donc, dans les SRAM, puisque c'est une bascule, donc la durée est sans dégradation. C'est-à-dire, un 1 restera comme un 1, quelle que soit la durée. Bien sûr, tant que le courant est présent, parce qu'on a dit que les mémoires RAM sont volatiles. Très bien. Donc, dans une DRAM, il y a le fait, c'est un phénomène physique, la dégradation. Donc, le condensateur se décharge. Donc, il faut un rafraîchissement, c'est-à-dire, il faut charger les bits périodiquement pour ne pas perdre l'information. La vitesse, donc les SRAM sont très rapides. Donc, les DRAM sont des mémoires rapides aussi. Le coût de fabrication, donc les SRAM qui utilisent les bascules, est coûteuse. Donc, moins que les SRAM. La densité. Donc, on peut, dans un petit espace, placer plusieurs bits dans une DRAM en utilisant des condensateurs, plus que la densité d'une SRAM. Donc, SRAM possède une faible densité. La consommation électrique, donc, elle est plus faible dans les DRAM. Donc, puisque l'utilisation, donc, puisque le coût est très élevé dans les SRAM, donc, les SRAM sont utilisés généralement dans les mémoires cache parce qu'ils ont une petite taille. Et les DRAM sont utilisés dans la RAM de la mémoire centrale. Nous allons voir maintenant les DRAM. Donc, on distingue 2 catégories. Les DRAM synchrones et les DRAM asynchrones. Commençons par les DRAM asynchrones, c'est-à-dire elles sont indépendantes du signal d'horloge. C'est la première génération. L'intervalle de temps entre deux accès mémoire consécutifs n'est pas régulier. Pourquoi? Parce qu'ils sont
ne dépend pas du signal d'horloge. Donc, le microprocesseur ne peut pas engager un nouvel accès tant que l'accès précédent n'est pas achevé. C'est-à-dire, il attend la fin de l'opération de lecture ou bien écriture pour commencer un deuxième processus. Voilà quelques versions de ces DRAM asynchrones. Deuxième génération, les DRAM synchrones, c'est-à-dire le rythme de sortie des informations est régulier. Donc, le microprocesseur peut engager des accès consécutifs, même si l'accès précédent n'est pas achevé. C'est-à-dire, en même temps, il fait un ordonnancement des tâches. Donc, il est synchronisé avec le signal d'horloge. Quelques versions des DRAM, synchronous DRAM, SDRAM, les DDRAM, Double Data Rate SDRAM, Rambus, c'est une marque, c'est une société, Rambus RAM, etc. Voilà, on va s'arrêter à ce point. La prochaine fois, nous allons voir les RAM. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.